Bonsoir à tous. Alors pour évoquer ce soir le thème du réchauffement climatique, des températures records que nous avons eu à subir cet été, je suis avec deux invités au cœur de la station Météo France de l'aéroport Campo dell'Ora Ajaccio. Il y a d'abord vous qui nous accueillez, Patrick Rebiou, bonjour et merci. Vous êtes le directeur de ce centre météorologique. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous accueillir. Et puis à vos côtés, le docteur Sauveur Merlingue, bonjour et merci aussi à vous d'être avec nous. Vous nous expliquerez au cours de cette émission les conséquences que ces températures très hautes et ces dérèglements climatiques peuvent avoir comme conséquence sur la santé chez l'homme. Patrick Rebiou, une première question d'ordre assez général pour vous. Nous avons donc dû essuyer grosso modo 2 vagues de chaleur impressionnantes cet été. La première au courant du mois de juillet et la seconde en août. Des températures qui ont oscillé autour des 40 degrés. En quoi est-ce que ces épisodes étaient-ils exceptionnels? En quoi est-ce que ça va plus loin que c'est l'été, il fait chaud? Ils sont exceptionnels d'abord parce que, vous l'avez dit, il y avait des températures très élevées et en plus des températures très élevées dans la durée. La vague de chaleur en juillet, elle a duré 18 jours, 15 jours en mois d'août. Et effectivement, ce sont des situations exceptionnelles mais qui vont le devenir moins avec le changement climatique, avec le réchauffement climatique. Alors on va en parler dans un instant. On a aussi beaucoup parlé de dômes de chaleur pendant ces épisodes. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ce phénomène pour que l'ensemble des téléspectateurs... Alors le dôme de chaleur, c'est un terme qui est nouveau, mais en fait c'est un anticyclone. Un anticyclone, il faut voir ça effectivement comme un dôme, une grosse colline d'air comme ça, qui est liée à la circulation. Et elle a cette particularité que c'est une masse d'air où il n'y a pas de nuages, où le rayonnement solaire chauffe l'air justement parce qu'il n'y a pas de nuages, et en plus elle a tendance à s'écrouler. Il y a un air qui s'écroule, il est comprimé, il a tendance à se réchauffer. Et une des caractéristiques des dômes de chaleur, c'est que ça dure longtemps justement. Après, il y a d'autres façons de faire des canicules, c'est plutôt ce qu'on appelle les panaches. Par exemple, en 2022, la Corse avait été plus ou moins épargnée du panache de chaleur, qui était de la chaleur qui a ramené de l'Afrique du Nord vers le continent. Et cette année, c'était plutôt dôme de chaleur. Voilà. Et donc tout ça, ce sont grosso modo et typiquement les conséquences d'un dérèglement climatique. C'est ce que vous dessiniez il y a un instant. La probabilité d'avoir des événements comme ça, elle augmente avec le changement climatique et leur intensité augmente avec le changement climatique. Alors forcément, ces chaleurs extrêmes et ces dérèglements climatiques ont eu des conséquences et continueront d'ailleurs d'en avoir sur notre écosystème tout entier, même au-delà de la saison estivale. On parlera des conséquences chez l'homme dans un instant avec le docteur Merlingue. Mais en attendant, feux de forêt à répétition, réchauffement de la mer, espèces animales ou végétales menacées, tout cela est scruté de très près par les scientifiques notamment. Regardez, c'est un reportage de Maya Graziani et de Christian Giuliano. On continue le débat juste après. Un matin comme les autres à la Rivelata. Sur le quai du centre de recherche de la Stareso, les chercheurs prennent des mesures dans l'eau. On les fait 2 fois par mois en baie de Calvi. Salinité, oxygène dissous, sédimentation, pH et température de l'eau. Les données de la station de recherche s'étalent sur 40 ans. C'est une des plus belles séries temporelles de Méditerranée. Et le constat est sans appel. Mare Nostrum se réchauffe. On voit une augmentation de la température de l'eau de surface, avec une augmentation accrue au cours de la dernière décennie, avec une augmentation de 1 degré de la température de l'eau. Donc c'est énorme, ça augmente aussi bien en surface, mais aussi en profondeur. On voit qu'il fait de plus en plus chaud, de plus en plus profondément dans cette colonne d'eau, et de plus en plus longtemps, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et la saison estivale s'allonge, il fait de plus en plus chaud, aussi de plus en plus tard dans la saison, septembre, octobre. Cet été, les températures moyennes de l'eau de surface ont oscillé entre 25 et 27 degrés. Des températures toujours trop chaudes, même si elles sont moins extrêmes que ces dernières années. L'année dernière, la température de l'eau avait atteint des records, plus de 30 degrés, notamment dans le port de Stareso. Ce qui a eu une répercussion sur de nombreux organismes marins, notamment les organismes non mobiles. Donc les poissons, eux, peuvent migrer en profondeur ou alors remonter vers le nord. Mais par contre, toutes les espèces fixées, comme le corail, les gorgones, les communautés d'éponges, ont fortement subi cette augmentation de température. Conséquence, une mortalité des gorgones qui se nécrosent, comme sur ces images, et finissent par tomber au fond de l'eau, victimes de cet incendie sous-marin. Les incendies. On connaît surtout cela. Véritables fléaux, ils sont eux aussi boostés par le changement climatique. L'été avec les fortes chaleurs et les sécheresses du sol et de la végétation, mais aussi, de plus en plus, l'hiver. La végétation, même en hiver, est soumise au stress, non pas dû à la température élevée, mais aux températures qui peuvent être fraîches, voire froides, et
il n'y a pas suffisamment d'humidité. Donc la végétation est sèche parce que les pluies concentrées, l'eau ne pénètre pas dans le sol, elle s'évacue, elle s'enfuit vers la mer, je dirais, et ce qui fait que la végétation n'en profite pas. Donc effectivement, on peut se retrouver dans des périodes hivernales avec des feux, le feu de Câtre en 2018 par exemple, ou en 2020 le feu de Pointe. Le cumul des précipitations annuelles n'a pourtant pas changé. 934 mm en moyenne au cours des 70 dernières années. Pas de différence de quantité donc, mais un bouleversement du cycle hydrologique, comprendre des périodes sèches plus longues et des périodes humides plus violentes. Il peut ne pas pleuvoir, mais quand il pleut, il pleut. Et ça, on le retrouve dans les rivières. C'est-à-dire aujourd'hui, on a le Gol qui peut monter de 10 mètres. 10 mètres. Je ne parle pas d'un débit à 3000 mètres cubes secondes. Les gens savent pas ce que c'est, mais 10 mètres de hauteur. Le Tavignal qui monte à 8 mètres 50. C'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a ces crues extrêmes, on a des catastrophes, mais après, le débit baisse et l'étiage estival, c'est-à-dire la période où il y a peu d'eau dans les rivières, dans les années 60, on avait 2 mois. Aujourd'hui, on a 5 mois d'étiage. Et jusqu'à 7 mois en 2017 ou l'année dernière. Sécheresse, vagues de chaleur, les données s'accumulent. En Corse, depuis 1950, la température a augmenté d'1,7 degré. Pour les chercheurs, comme pour les météorologues, la question n'est plus de savoir si le réchauffement climatique existe, mais comment y faire face. Car le réchauffement de l'air et de l'eau, ça donne ça. Putain, ça y est, boucan! Oh putain! Des cellules orageuses de très forte intensité qui provoquent vent violent, pluie diluvienne, inondations. Un climat beaucoup plus dangereux. Dangereux, oui, c'est des phénomènes extrêmes. Le climat est de plus en plus contrasté. On va avoir des épisodes très chauds, des canicules, des épisodes extrêmes comme ça de précipitations intenses méditerranéennes. Et donc, une des manières de s'adapter, c'est de trouver des systèmes d'alerte précoces pour mettre les gens en quelque sorte à l'abri. Aujourd'hui, on change de paradigme. Le slogan, c'est plutôt que de dire prévoir le temps qu'il fait, c'est prévoir ce que fera le temps. Voilà donc pour les conséquences que peuvent avoir ces températures incroyablement hautes et le dérèglement climatique en général. On a parlé dans ce reportage d'espèces végétales ou animales qui pourraient être menacées par ces phénomènes, mais il y a une autre espèce qui en souffre, c'est évidemment l'espèce humaine. Alors docteur, je me tourne vers vous, dites-nous, expliquez-nous en quoi est-ce que ces températures caniculaires très hautes peuvent être un danger pour l'être humain. Mais il faut vous rappeler, bonjour tout d'abord, il faut rappeler quand même, si vous voulez, qu'il y a une vingtaine d'années, on a eu une période de canicule au cours de laquelle on a eu à déplorer entre 17 et 20 000 décès chez les personnes âgées, puisque canicule non attendue et mesures extrêmes qui font que des gens sont décédés. Donc nous ne sommes pas préparés à ce genre de choses. Nous sommes des homéothermes, c'est-à-dire donc que nous avons une température du corps qui est constante, qui est réglée, et cela demande au corps un travail, et donc tout organisme qui travaille a besoin d'avoir, si vous voulez, une fourniture en énergie qui soit conséquente et qui soit à la hauteur de la situation. On risque, par le biais, si vous voulez, de ces dérèglements climatiques, on en est, si vous voulez, c'est dramatique, à essayer de trouver des solutions à ce qui va arriver, alors qu'on ne parle pas de ce qui est en amont, de que faisons-nous pour que ça n'arrive pas. C'est quand même dramatique, si vous voulez, cette société fonctionne à l'envers. Et donc à partir de là, on est obligé effectivement de travailler sur du présent, sur du concret. En fait, on part au plus pressé. Et le plus pressé maintenant, si vous voulez, c'est que la biodiversité en prend un coup, la nature en prend un coup. Nous sommes tributaires de la nature. Il y aura des malnutritions, puisqu'il y aura des récoltes qui ne se feront pas. Il y a des vecteurs, des maladies vectorielles qui vont apparaître. Le réchauffement climatique amène des migrations de moustiques. Déjà, l'Aedes albopictus, qui est qui propage le chikungunya. De tout ça, d'émergence de nouvelles maladies qui peuvent être drainées par le dérèglement climatique. Pour l'instant, sur la canicule, est-ce que vous, pour parler là concrètement pour l'instant, est-ce que vous avez eu à noter par exemple un pic d'activité important lors des canicules au niveau médical ? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, si vous voulez, nous sommes quand même dans un territoire qui est habitué à ces zones de chaleur. Les gens, et d'ailleurs, qui savaient se protéger. Les maisons ont des murs épais, il y a des systèmes de ventilation, donc on a quand même une certaine habitude et une certaine pratique de la chaleur. Mais il est évident que cette
température qui va s'extrémiser et qui va augmenter de façon très importante et durable, on n'est pas tout à fait préparé. Surtout, les nouvelles habitations ne sont pas préparées à cela. Et quand je vois des écoles HQE qui en fait ne sont pas du tout adaptées, qui sont de véritables souricières pour les enfants, on est très inquiet pour la suite. On n'a pas prévu tout ça. Vous travaillez justement avec les services de Météo France, peut-être pour vous aider à anticiper, à préparer des épisodes comme celui-ci ou comme celui de 2003 dont vous parliez il y a un instant. Je pense que moi j'ai déjà travaillé avec Antoine Orsini, donc, que vous avez vu dans le reportage tout à l'heure, sur effectivement les changements environnementaux et sur la problématique donc, de l'eau en Corse. Et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, je crois que vous avez fait une conférence avec un mathématicien de renom, donc sur effectivement l'environnement. L'environnement, c'est un tout. Et le changement climatique, eh bien, ça vient s'imbriquer, c'est une des briques de l'environnement et il faut qu'on en tienne compte, il faut qu'on réfléchisse à plusieurs sur comment on fait pour que ça n'arrive pas, comment on fait pour pallier aux conséquences, mais ça va être compliqué. Est-ce que l'humain et le corps humain peuvent s'adapter à ces dérèglements climatiques ? À ces chaleurs qui sont de plus en plus fréquentes, ces épisodes aussi, on en parlera dans un instant, orageux, de tempêtes. On entre en résistance. On entre en résistance et puis ensuite, si vous voulez, à partir du moment où on le sait, il va y avoir donc des mesures qui vont être prises. Donc on va insister chez les gens en disant hydratez-vous, mettez-vous à l'abri, les personnes âgées, on va les surveiller de plus près. Il y a des mairies qui font en sorte d'avoir des contacts avec eux, ils les appellent, tout ça. Donc des choses sont mises en place, c'est vrai. Mais c'est vrai que la base, c'est quand même pour éviter l'accident, il faut être prudent. Donc si vous voulez, là on gère l'accident, quoi. Voilà. Patrick Rébiou, je me tourne vers vous. On dit beaucoup et souvent que dans par exemple 50 ans, dans X années en tout cas, le climat du Maghreb ce sera celui de la Corse, que le Maghreb lui sera difficilement habitable. Est-ce que c'est réellement notre avenir qui se dessine là ? Sans forcément faire la comparaison avec le Maghreb. Actuellement, lors des vagues de chaleur, on atteint sur la Corse 41 degrés. Le record, c'est 43 degrés sur Sartène en 2009. Je l'ai déjà dit, donc ça va augmenter la fréquence des vagues de chaleur et leur intensité. Donc d'ici même 10 ans, même l'année prochaine, il n'est pas impossible qu'on franchisse 45 degrés. Et si on continue dans notre scénario d'émissions de gaz à effet de serre, effectivement en 2050, la température moyenne globale, ça sera 2 degrés. Sur la Corse, en Méditerranée, 2,7 degrés. Ça veut dire qu'on aura des maxis très probablement proches des 50 degrés. C'est pas impossible. En tout cas, très ponctuellement, ça pourrait arriver. Vous parliez il y a un instant du caractère du plus en plus fréquent de tous ces épisodes. J'ai quelques chiffres à vous soumettre. Depuis l'an 2000, des canicules ont été enregistrées 5 fois plus fréquemment en France qu'avant 1989 et elles seront, selon les prévisions, 2 fois plus nombreuses d'ici à 30 ans. Pour vous donner une idée, le mois de juin 2023 a été le 2e mois de juin le plus chaud recensé sur le territoire national depuis 1900, battu uniquement par juin 2003. 2003, on le disait un instant, c'était la canicule qui avait fait plusieurs dizaines de milliers de morts en France. J'ajoute que selon le réseau scientifique international World Weather Attribution, pardonnez mon accent, les canicules de cet été n'auraient pas été possibles sans le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, un rapport de l'Observatoire européen Copernicus dit même que l'année 2023 pourrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais ce que vous nous dites, dans le monde, voilà. Oui. Mais ce que vous nous dites, c'est que ça va être tellement de plus en plus fréquent qu'en fait le record pourrait être battu dès l'an prochain. Le record, il sera battu, ça je vous le certifie. Après, quand, est-ce que c'est l'année prochaine ou dans 10 ans ? Mais les records de température maxi sur la Corse seront battus, ça c'est certain. C'est certain. Et après, les chiffres, donc effectivement sur la Corse, on est à 35 événements caniculaires et on en a 5 qui sont avant les années 2000, on n'en a qu'un qui est avant les années 80. Donc on voit très bien cette augmentation de fréquence et de leur intensité. Je l'ai évoqué en début sur vos premières questions, les 2 canicules qu'on vient de subir cet été ont été particulièrement longues avec des températures maxi supérieures à 2003. En 2017, on avait eu des températures supérieures, mais elles avaient duré moins longtemps. Mais en fait, ce qui est presque effarant, c'est-à-dire que maintenant, à chaque été, on ne se pose pas la question s'il va y avoir une canicule, on se pose la question de savoir s'il y en aura 2 ou 3 et quelles seront leur sévérité, en fait. Sauveur Merlinguion, vous êtes reporté sur les questions de santé publique, les fumées des navires notamment. Est-ce que la médecine doit s'adapter à tous ces changements de climat ? Ou est-ce qu'elle est déjà en train de le faire ? Vous savez que je suis président de la Ligue contre le cancer, mon principal objectif, moi, c'est la prévention. Et l'information, d'abord, si vous voulez. Je considère qu'agir sur le terrain pour essayer de sauver les meubles, c'est ce qu'on fait actuellement, ça n'est pas la bonne solution, même s'il la faut, même si elle est nécessaire. Si on n'agit pas en amont, on ne fera rien, parce que, excusez-moi, mais les activités anthropiques sont celles qui sont les plus, si vous voulez, à même de créer des problématiques. Le couvert végétal est en souffrance. Vous avez vu chez moi le maquis,
vous avez des taches rousses dans le maquis. Ça veut dire qu'il y a un maquis qui est en souffrance. Et ça, quand vous avez un maquis qui est en souffrance, vous n'avez plus de retenue d'eau. Vous n'avez plus de retenue d'eau, donc vous avez une sécheresse. Vous avez une sécheresse, vous avez derrière toutes les conséquences qui vont avec. Bon, et quand on voit un golfe comme Ajaccio, si vous voulez, où déjà on a une pollution qui est originelle, parce que sur le plan climatique, on a un courant circulaire qui fait que ça tourne sur Ajaccio, ça on le sait. Par contre, quand vous avez des bateaux de croisière qui arrivent et qui vous apportent une pollution supplémentaire, je crie au fou. Il faudrait arrêter cela. On n'est pas dans situation, si vous voulez, de dire on va gérer au fur et à mesure que se présentent les événements. On doit agir en amont des événements. Humaine qui crée le dérèglement climatique, est-ce que vous craignez que ça ne puisse donner lieu à l'émergence de nouvelles maladies, de nouvelles espèces qui pourraient nous transmettre de nouvelles maladies ? C'est fait. C'est fait actuellement, les maladies vectorielles, c'est-à-dire celles qui sont transmises par les poux, les tiques, les moustiques, elles sont déjà sur le terrain. L'Aedes albopictus n'existait pas il y a une quinzaine d'années en Corse. Et d'ailleurs, j'ai même moi, si vous voulez signaler à l'ARS, qu'il était sur le terrain, parce qu'il dit non, il n'est pas là. Il avait été observé par le docteur Euro, qui est le maire de Prunay-du-Fumur, qui d'ailleurs travaillait sur l'environnement avec l'Union régionale des médecins libéraux, dont j'étais le président. Et à ce moment-là, nous avions déjà, si vous voulez, relevé cela, et nous avions alerté là-dessus, parce qu'on sait très bien que quand le vecteur est là, la maladie suit. C'est lui qui transmet. Donc on est dans une situation maintenant où on aura de plus en plus le West Nile, avec le El Niño, tout ça, on va avoir des problèmes. On les a déjà, la dengue, le chikungunya, on va en avoir davantage. Et ce sont quand même des maladies, ou le Zika, qui sont des maladies qui peuvent être mortelles et qui peuvent créer des méningites ou des choses. Voilà. Donc on est sur une problématique qui existe, qui va se renforcer et pour laquelle il va falloir effectivement qu'on agisse, mais ce qui serait intéressant pour moi, c'est d'agir en amont, c'est-à-dire déconstruire, si vous voulez, ce qui est en train de se faire pour qu'on n'arrive pas à des situations extrêmes, parce qu'on n'arrivera plus à gérer. Il y a un moment où on ne gérera plus, parce qu'on sera dépassé par les événements, quels que soient les moyens que l'on met en place. Déjà que ça semble compliqué, parce qu'on parle beaucoup des températures élevées, mais ce n'est pas là le seul symptôme, je dirais, du dérèglement climatique. On l'a entendu dans le reportage, il y a aussi de plus en plus de feux de forêt, en hiver notamment, de petites tempêtes, de violents orages. Ça aussi, vous l'observez ici, Patrick Rébiou. Oui, on l'observe. Alors, une des conséquences du changement climatique observé, c'est la multiplication des événements extrêmes. Alors, dans tous les secteurs, c'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de canicules, de plus en plus d'événements secs, des périodes sans pluie, et de plus en plus des sécheresses agricoles longues. On va, pour simplifier, vers des étés qui durent plus longs. Donc effectivement, la saison de feux de forêt, au moins, elle va s'allonger. Après, suivant les conditions hivernales, il y a les conditions météorologiques, les feux qui ont été évoqués, il y avait eu des humidités très très basses, donc qui peut expliquer ça. Mais effectivement, c'est pas la végétation, mais ce qu'on appelle l'humus ou le bois mort, etc., qui a tendance, toujours parce qu'effectivement il pleut moins, ou comme le disait Antoine Orsine, il pleut très fort alors qu'avant il n'a pas plu pendant 3 mois, tout ça, ça peut créer du combustible. Et après, je rejoins aussi ce que dit le docteur. Les dômes de chaleur, c'est quelque chose, une masse d'air qui pèse comme ça et qui s'écroule et qui empêche tous les mouvements de l'air. Donc tous les polluants qui sont émis sous ce dôme de chaleur restent dans ce dôme de chaleur. Ça, c'est un effet aggravant de la pollution. Est-ce que selon vous, on peut encore rééquilibrer les choses, je dirais, ou est-ce qu'on est maintenant condamné à s'adapter à ces épisodes ? Alors de toute façon, on est condamné à s'adapter puisqu'on voit bien qu'avec le réchauffement actuel, il y a déjà des effets sur le cycle hydrologique, sur les événements extrêmes. Et malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre pour le moment n'ont pas baissé. Donc même dans un scénario d'émissions intermédiaires, voilà, le chiffre de 2 degrés, 2,7 degrés pour la Méditerranée de 2050, il est quasiment certain. Donc ce qui veut dire qu'il faut s'adapter à ces nouvelles températures. Voilà. Température et effet, c'est-à-dire ce que j'ai évoqué, montée du niveau de la mer, orages violents, etc., etc. Docteur, je sais que vous avez plusieurs combats, en revanche, pour essayer de rééquilibrer les choses. Les bateaux de croisière notamment, vous le dessinez il y a un instant. Rapidement, selon vous, on peut encore faire bouger les choses ? Oui, certainement. D'abord, si vous voulez, en exigeant de la part des bateaux, parce que je ne suis pas contre les croisières in fine, je pense, si vous voulez, que quand vous voyez d'arriver dans le port des bateaux qui fonctionnent encore au fioul lourd, qui émet des particules fines, parce que le problème, il est là. Parce que quand vous avez ce problème donc, si vous voulez, de dôme ou de couche d'ozone, et vous le rappelez, la pollution reste sur place, c'est-à-dire que donc les particules fines, on va les inhaler, on va créer, si vous voulez, des pathologies en amont qui vont perdurer, puis ce sont les cancers essentiellement, je veux dire, parce que les particules fines sont des particules éminemment dangereuses, cancérigènes, mutagènes. Donc
appeler les gens, si vous voulez, à avoir des bateaux qui soient respectueux de l'environnement et à exiger et puis à contrôler. Et pas à vouloir, si vous voulez, installer des coffres d'amarrage pour qu'on ait encore un peu plus de bateaux. Encore un peu plus de bateaux qui viennent nous polluer. C'est insensé. On marche sur la tête. Il y a un problème. Donc ça, c'est aussi au pouvoir public et en particulier à la collectivité de Corse de gérer cela. Parce que la santé des Corses, ça les regarde aussi, puisqu'ils s'intéressent à cela. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cet enregistrement donc, depuis le Centre Météo France d'Ajaccio. Merci aussi aux équipes techniques de France 3 Corse via Stella qui ont permis la réalisation de cet enregistrement. Tout de suite, l'information continue avec à suivre votre Nudisiale.